les gars, bienvenue. Bienvenue dans 2G Backstage. Une première, du coup, au podcast. Première podcast pour nous. Oui. Ouais. Première fois en podcast, première fois dans cet exercice et on a juste hâte. Allez, nous aussi. De même, exactement. On va quand même rappeler le thème de l'épisode. Bon, du coup, le thème de 2G Backstage, c'est présenter les métiers dans l'environnement du sport pour mettre en valeur, du coup, des profils qu'on pense inspirants, qui méritent de raconter leur histoire et leur parcours auprès de la jeunesse, principalement, et d'expliquer en quoi ils sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui. C'est un peu le thème. Raconter un peu les coulisses quand même, un peu de croustillant. Hein, il nous faut du sourire, des rires. On en a. On en a quand même. Déjà vous, le sport, vous êtes plutôt en mode city, le foot, la street, ou le sport solo, tu parlais de on-air tout à l'heure, en mode sur ton tapis, tranquille, écouteur. C'est quoi vous, votre rapport au sport? Qu'est-ce que vous aimez faire? Déjà, merci encore une fois à vous de nous recevoir. Merci à vous de nous donner la parole. Je pense que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est important tout autant pour vous que pour nous. Le sport, ça prend une place prédominante en fait dans nos vies, tout simplement dans la vie des quartiers. Je pense que c'est une histoire aussi de timing et de temporalité. Là, aujourd'hui, je te parlais tout à l'heure des salles de sport, etc. Mais si on regarde bien en France, c'est un phénomène qui a émergé il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, nous, on n'a pas eu vraiment cette éducation sportive. On ne s'est pas éduqué avec le sport, sur le sport de cette manière-là. On a une éducation qui est différente, on a l'éducation du quartier. Donc, c'est quelque chose qui nous réunissait à la base. Avant, je me rappelle, à l'époque, on n'avait pas forcément besoin de s'appeler pour se voir, pour aller faire du sport. On savait qu'il y avait une heure qui était donnée. Tout le monde était au parc. Nous, c'était le parc. Et si tu venais au parc, tu savais qu'après, on finissait au stade. Que ce soit au City, que ce soit dans les plus grands stades, comme on a le stade du Vauchel. Donc, nous, le rapport au sport, c'est vraiment celui-ci. C'est celui de l'époque. C'est celui qui nous réunit. Même si tu n'étais pas forcément sportif en soi, tu étais là. En fait, ça avait un aspect aussi très social. Ouais, c'était au-delà du sport. Voilà, c'était au-delà du sport. Et c'est pour ça que ce que vous faites aujourd'hui avec Together, moi j'ai regardé un peu, les lignes éditoriales que vous avez, etc. C'est vous êtes en train de faire le pont en fait entre plusieurs aspects, social, sportif, éducationnel. Et c'est ça le sport. C'est exactement. Il y a plusieurs paramètres dans le sport. Toi, Jackie? Pour ma part, ouais, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire Azine, je suis un petit peu d'accord. Moi, si on parle en termes de chronologie, moi, quand je suis jeune, si je prends mon exemple particulier, j'étais un garçon qui était plutôt timoré. Donc le sport, c'est quelque chose qui m'a permis de créer des liens, tout simplement. C'est-à-dire que je vais dehors, je vais jouer au foot. Donc par affiliation, par affinité, tu deviens mon copain parce qu'on partage en fait une même passion. Plus tu vas commencer à évoluer dans ta vie, parce que moi, pour moi, le sport, c'est la meilleure école dans la vie. Parce que ça t'apprend énormément de leçons. Moi, tout ce qui est la détermination, la discipline, la rigueur, tout ça, je l'ai appris à travers le sport. Et quand tu grandis, bah, tu comprends que le monde, il est beaucoup plus individualiste. Donc là, on va rentrer dans, je vais à la salle de sport, où je vais aller faire mon entraînement, mais je vais aller faire peut-être mon entraînement seul, parce qu'à côté, on rentre dans le monde du travail, la vie même socialement, elle évolue. Donc le sport, pour moi, ouais, il a parlé de temporalité, c'est vraiment le mot pour moi qu'il faut mettre, c'est-à-dire qu'en fonction de la temporalité et de la chronologie, le sport, il évolue aussi, et ta façon de voir le sport, elle évolue. On est entré direct dans le vif du sujet en parlant sport, très violemment. Et il y a une chose qu'on a oublié de faire quand même, c'est de vous présenter accessoirement. Ça serait plutôt pas mal. Mais du coup, c'est pas grave, c'est l'occasion. Du coup, on a à gauche Asdine. Asdine, évidemment, on aura l'occasion de revenir sur chacun de vos parcours, mais pour faire simple, entrepreneur, avec une boîte qui fonctionne bien aujourd'hui sur l'Île-de-France, on va encore une fois y revenir, mais Sugarland. Et du coup, Jackie, un profil qui a connu le sport de haut niveau et qui aujourd'hui accompagne des profils de haut niveau, on va le dire comme ça, sur l'aspect conciergerie. Exactement. Entrepreneur également. Exactement. Ça va, on n'a pas fait d'erreur. Non, je l'aurais pas bien fait. J'aurais juste rajouté mon nom de famille, c'est Asdine Adeleke. Adeleke. Jackie Loco. Si en quelques mots, tu peux quand même présenter Sugarland, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Donc actuellement, Sugarland, c'est une marque qui est spécialisée en fait dans la conception, excusez-moi, de mini beignets. Donc on fait des mini beignets très gourmands. On a essayé de revisiter en fait l'aspect du mini beignet pour présenter un produit qui est peu sucré, peu gras, très gourmand. La politique principale de Sugarland, c'est le partage. Donc c'est pour ça aussi qu'on est parti sur l'aspect mini, parce qu'on a bien vu en fait que c'est un produit qui se partage très facilement. Et à travers Sugarland, c'est une expérience qui est en train de se passer.
Donc, ce n'est pas simplement un produit qu'on propose, c'est une expérience à travers Sugarland. Et on est en train de remettre en place le service de livraison, donc du coup, qui va couvrir l'intégralité du Val-de-Marne dans un premier temps, et ensuite tout ce qui est frontalier après. On a vu que vous étiez pas mal suivi sur les réseaux. C'est une volonté d'être proche aussi d'une communauté qui vous suit, qui découvre un peu votre quotidien. C'est exactement ça. En fait, Sugarland, on n'a pas voulu se positionner, on n'a pas voulu mettre le focus sur le produit. Une fois que le produit, on savait qu'il était assez abouti, on s'est dit qu'on va aller commencer à travailler sur la marque. Parce qu'en fait, c'est ce qui va faire en sorte de réunir pas mal de gens autour du produit et de la marque en question. Une fois en fait que le produit il est bon, on sait qu'il est fait, on commence à travailler maintenant marketing, communication. Et à ce moment-là, en fait, tu te sens appartenir limite à un mouvement. Et Sugarland, nous, on a tendance à dire que c'est un mouvement au-delà d'être une simple marque. On a vraiment aujourd'hui, pour moi, on a fédéré une très grosse communauté qui ne fait que de grandir. Le beignet, finalement, c'est que le moyen. C'est qu'un moyen. Tout à l'heure, je te disais le process. Nous, on est vraiment beaucoup axé sur le process. Donc, si on doit passer pour Sugarland pour atteindre les... Pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est ce que Jackie disait tout à l'heure. À travers ce que je développe, je me retrouve face à des personnes très intéressantes avec qui on peut échanger sur nos parcours de vie. Mais c'est parce qu'on développe Sugarland aujourd'hui. Jackie, K-Elite, est-ce que tu peux nous dire pareil 2 mots sur la structure? Ok, alors aujourd'hui, K-Elite, c'est ce qu'on appelle une conciergerie. Donc, c'est de la prestation de services de luxe. La conciergerie, en fait, c'est un principe hôtelier. Donc, c'est né des concierges. Aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle les conciergeries privées. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui peut vous accompagner dans tous les détails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut faire du booking sur les hôtels, au niveau de l'organisation, la prestation de service de luxe, c'est vraiment ça. Moi, je fais du personal shopping, je peux vous trouver un chauffeur privé. Vous n'avez plus besoin, en fait, de vous soucier de tous ces détails-là, parce que moi, tout seul, en tout cas à K-Elite, via mon réseau, je peux me charger de chercher toutes ces rubriques-là pour vous. Pour vous, du coup, comment la banlieue, puisque c'est d'où vous êtes originaire, vous a influencé dans les garçons que vous êtes aujourd'hui? Jackie il a marqué un point sur le fait de bien préciser d'où on vient. C'est très important. Parce qu'en fait, on va parler aussi d'accessibilité à certaines infrastructures. On va parler de certaines initiatives qui ont été mises en place là où on a grandi et les conséquences que ça a eu derrière. Je vais essayer de structurer la pensée pour pas trop m'éloigner du sujet. Mais juste l'exemple qui me vient le plus en place comme ça, c'est par exemple la maison de quartier, donc la MJC. Nous, quand on a su qu'il y avait une MJC qui allait ouvrir dans notre quartier, on a été, je pense que c'était l'une des plus belles révélations qu'on a eues. Savoir qu'il allait avoir une maison de jeunesse où on allait pouvoir aller, et ça nous évitait en fait de rester dehors. Et juste avec ce petit élément-là, tu peux complètement changer de trajectoire. On s'en est pas forcément rendu compte sur le tard, mais avec du recul, quand je regarde, je dis oui, si on n'avait pas eu la MJC, peut-être qu'on aurait été dehors. Et ça peut changer le narratif en fait. Pour revenir sur la question, donc comment elle a été posée, comment la cité, le quartier, a influé sur l'homme que nous sommes aujourd'hui. On tient à toujours mettre le point sur le fait qu'on a grandi à Créteil, au Coteau du Sud, parce que c'est notre provenance. C'est là où on a fait nos pas, c'est là où on a fait notre jeunesse. Si je demande à quelqu'un qui a grandi par exemple en Afrique, qui est né et qui a grandi en Afrique, de me décrire en fait sa jeunesse, il va aborder tous les points, donc les points sociaux, personnels, le développement personnel, tout ce genre de choses-là, l'éducation, etc. qu'il a reçu. Nous, en fait, il faut savoir qu'on passait énormément de notre temps dehors. Donc, le quartier nous a pratiquement donné aussi une éducation. Donc, on a appris la détermination, comme il disait tout à l'heure, la résilience, à se défendre, à s'affirmer, savoir si on était les leaders, les suiveurs. Et en fait, tous ces paramètres-là ont fait que, aujourd'hui, assumé, on peut se permettre d'être fier de dire qu'on vient des Coteaux du Sud. En fait. Et juste en quoi le fait d'être dehors, ça t'a permis d'acquérir ces traits de caractère, la détermination. Si tu veux, à la maison, tu vas avoir ta famille nucléaire. Tu vas avoir des frères et sœurs, papa, maman, pour ceux qui ont grandi avec, etc. Quand tu vas sortir, tu vas être confronté, du coup, à la réalité du dehors. Et ce n'est pas forcément la réalité de ton foyer. C'est pour ça que parfois, on peut voir des mamans qui disent « Mais non, mais à la maison, il est comme ça. » Donc, on ne peut pas savoir que dehors... mais dehors, il est confronté... Tout à l'heure, excusez-moi, j'ai employé le mot, mais c'est la jungle.
C'est une réalité, en fait, avec du recul. Tu te rends compte que tu peux grandir dans la jungle. Et dans la jungle, il y a des prédateurs, il y a des proies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour faire un peu le parallèle, dehors, il a fallu aussi être quelqu'un. En fait, parfois, c'était même malgré nous. Mais c'est dehors qui a exercé parfois une pression pour que tu te construises aussi un personnage. Et s'affirmer. Et s'affirmer, surtout. Moi, je pense que si je dois choisir un mot, c'est l'affirmation. Et justement, du coup, pour faire le lien avec Jackie, tu as dit tout à l'heure que tu étais quelqu'un de timide, discret. Comment, du coup, à la lumière de ce que dit Asdin, l'environnement extérieur, le fait d'être dehors, t'a permis de t'affirmer, de te renforcer, d'être un peu moins timide aujourd'hui? Ou alors tu l'es toujours? En tout cas, ça sent pas. Hein. Tu nous as un peu moins timide. Je sais pas que je suis timide, mais Non, mais c'est dommage que Sylvain est parti, parce que Sylvain, il aurait pu en témoigner. Mais moi, le parallèle que j'aimerais faire, j'ai une image, en fait, si vous voulez, comment je pourrais la construire, c'est que pour moi, il y a 3 types d'éducation. Donc la première, elle est maternelle, on va dire que c'est les parents, donc c'est la première éducation. La deuxième éducation, c'est l'école. Quand tu rentres à l'école, voilà, c'est le fait on va dire tout ce qui touche au scolaire. La troisième éducation, elle est sociale. Tout ce que tu vas apprendre dehors et le monde du travail. La chance qu'on a eue, par exemple, c'est que nous, on est issus peut-être de la première ou deuxième vague plutôt d'immigration. Nos parents sont nés en Afrique. Donc, ils sont arrivés ici en France avec beaucoup moins de bagages avec lesquels nous, on est nés, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, le fait est, si je prends un exemple, l'éducation, c'est les fondations. Si tu as des fondations solides, qu'importe ce que tu peux faire, quand tu vas poser tes briques, tu vas réussir à mettre un tour. Moi, je vois les choses comme ça. Quand tu arrives à l'école, moi, je pense qu'il y a des choses qu'on oublie, c'est que l'école, pour moi, c'est... Il y a un certain type de violence silencieuse. Dans le sens où, pour moi, l'école, c'est pas quelque chose, surtout en France, c'est pas très adapté. Vous êtes beaucoup dans une même classe. Malheureusement, voilà, mais après on peut pas faire autrement. Je suis pas en train de, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on a quelqu'un comme moi, j'avais du mal à m'intégrer dans un groupe, par exemple. Donc, tu habites dans un quartier, souvent, voilà, il faut un peu pouvoir t'affirmer, etc. La chance que j'ai eue, moi, justement, c'est de pouvoir faire du sport, me dire, ah, je suis peut-être bon dans ce domaine-là. Ça commence aussi à te donner un petit peu confiance, en toi. Puis, Donc, ouais, je pense que... De toi, sur le fait d'être dehors, c'est plus le fait de pratiquer le sport, du coup en extérieur, qui t'a ouvert, qui t'a renforcé, qui t'a donné un peu de confiance, c'est ça? En fait, le fait d'être dehors, faut trouver des choses à faire. Parce que et la réalité, elle est là. la fameuse MJC qui c'est arrive. clair. Ah, c'est clair. Ah, ça a Parce que- changé. Aujourd'hui, nous, on a grandi. Enfin, en fait, nous, on est un petit peu le juste milieu. Moi, je suis en 95. J'ai grandi à l'époque des MP3. C'est-à-dire que nous, il n'y avait pas l'avènement encore des réseaux sociaux. C'est qu'il n'y avait pas TikTok. Ah oui, je rappelle des souvenirs. C'est-à-dire que nous, par exemple, moi, j'ai vu arriver la PlayStation 1. Tu vois. Non, mais c'est réel. C'est-à-dire que nous, au départ, quand on est dehors, on joue. Donc, quand on sort dehors, on cherche des activités. Et c'est-à-dire que, par exemple, si toi, t'aimes bien le sport, tu vas aller jouer au foot ou tu vas aller jouer au basket. Après, on connaît les MJC. Ah, il y a des micros là-bas. Après, on rentre dans le rap. En fait, la culture urbaine, elle est beaucoup basée dedans. Aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est sur le téléphone. Voilà, il y a TikTok, t'es sur ton PC, etc. Mais nous, quand t'es dehors, on cherchait des choses à faire. C'est ça. Et justement, aujourd'hui, si vous deviez parler à un jeune de 18 ans, par exemple, est-ce que vous lui recommanderiez d'être dehors, comme vous l'avez été? Ou bien le monde a changé dehors et il vaut mieux maintenant être à l'intérieur? Ah, mais il y a que des Je pense qu'il y a des choses que tu peux pas occulter. Récemment, j'ai entendu un discours qui allait dans ce sens-là, où il va falloir... Tu sais, j'aime beaucoup faire le parallèle entre... Moi, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais j'aime bien les documentaires animaliers. Donc, je regarde beaucoup ce qui se passe dans la faune et je regarde beaucoup ce qui se passe chez les êtres humains. Et en fait, pour moi, je vois toujours le lien entre les deux. Toujours, j'arrive à faire un parallèle. En fait, si tu veux, à un moment donné, il va falloir apprendre à ton fils à chasser. C'est comme ça. Parce que si toi, demain, tu n'es plus là, tu ne peux pas lui dire que tu vas devoir t'enfermer pour pouvoir exister. C'est impossible. Socialement, c'est pas possible. Il va devoir être confronté à des choses où, certes, on veut parfois nous couver, mais on doit nous laisser sortir. C'est comme ça. Et je vais être provoquant, mais du coup, là, tu parles d'un fils. Pour une fille, c'est comment? Pour une fille, je pense que c'est le même principe. Je pense que le fond est différent, la forme reste la même. Tu vas devoir t'adapter au monde, ma fille. Dehors, c'est méchant. Dehors, c'est méchant. Moi, je vais te donner les outils qui sont en ma possession
pour que tu puisses te défendre le plus possible. Mais malheureusement, je ne vais pas toujours être là. Tu vas devoir t'affirmer. Le fait d'être dehors, je vais reprendre encore l'exemple de Sylvain, il faut trouver aussi des figures, entre guillemets, paternelles, ou justement quelqu'un qui, en fait, trouver de la masculinité, au fait. Parce que nous, on est élevés par nos mères, on a grandi avec nos mamans, avec des grandes dames, franchement, Des lionnes. waouh, des lionnes. Des lionnes. Waouh, des lionnes. Des reines. Franchement, ouais, justement, qui nous ont, justement, moi, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais je sais que ma mère, quand je prends du recul, très tôt, elle m'a conditionné à être un homme. Toi, tu dois être un homme, tu dois être un garçon, tu dois être quelqu'un qui doit se débrouiller. T'es un homme. Mais quand j'étais jeune, je saisissais un peu, enfin, je saisis pas forcément tout ce qu'elle était en train de me dire. Du recul que tu comprends certaines phrases. Exactement. Aujourd'hui, tout ce qu'elle m'a dit, je percute. Je dis, ah, waouh. Je dis, waouh, elle avait de l'avance. Je dis, waouh. Elle savait déjà, elle savait. Et justement, du coup, là, on parle du rapport, on va dire, au mentor, pour faire simple. Soit une figure paternelle, soit une autre figure en dehors de la famille. Vous, en dehors de la famille, quelle a été la figure qui vous a permis voilà, d'enclencher le mouvement vers la réussite? Qui vous a marqué, ouais. Ouais. Qui vous a permis justement de step up. Moi, juste le point dans ta question que que je peux pas occulter, c'est que moi, ça vient de l'intérieur. C'est dans le nucléaire. C'est pas à l'extérieur. C'est la famille. C'est mon grand frère. C'est ton grand frère? C'est mon grand frère. Ok. Mon grand frère, j'ai toujours dit, et j'aurai toujours un immense respect pour lui, il a ouvert la voie, il m'a donné les outils, et il m'a dit, mon ami, à ton tour. C'est mon grand frère. C'était une figure. J'ai pas réussi à trouver une figure à l'extérieur. Là, immédiatement, quand tu me poses la question, j'ai pas une figure à l'extérieur de la famille nucléaire qui m'a inspiré, en tout cas en étant jeune. C'est mon grand frère. Tu l'as déjà dit? Mon grand frère? J'essaie de le dire tous les jours. T'essayes. Tous les jours. Non, quand je dis j'essaye, c'est un euphémisme. Je lui dis tous les jours. On essaie de pas forcément rentrer dans l'intime, mais c'est vrai qu'on est beaucoup à avoir grandi dans les familles monoparentales. À un moment donné, le papa, je ne sais pas pour quelle raison, je pense que ça aussi, c'est des analyses à faire, mais ça s'explique. Hein. Ça s'explique. Si on met à part l'aspect émotionnel, je pense que ça s'explique. Je pense que l'homme est constitué différemment et c'est ce qui fait qu'on peut retrouver ce genre de situation dans pas mal de foyers. Mais nous, on a grandi avec notre papa pendant un bon moment. Et à un moment donné, on s'est retrouvé confronté à la réalité qu'avec notre maman. Donc, elle a dû endosser les deux rôles, ce qui n'est pas du tout évident. Parce que demander à une femme d'apprendre à un enfant à être un homme, avec le temps, je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas que ce soit possible. Shaki, de ton côté? Est-ce que tu as une figure qui vient directement... Ouais, j'aime bien ce qu'il a dit. Mais moi, c'est drôle comment je vais vous expliquer ça. Parce qu'il a parlé de son grand frère. Moi, j'ai ma grande sœur. Ok. C'est waouh. On a eu l'info aussi, ouais. Ouais. Waouh. Ma grande sœur, c'est vraiment un exemple. C'est vraiment un exemple. C'est quelqu'un qui a toujours été derrière moi. Et en fait, c'est bête ce que je vais dire, mais souvent, par exemple, tu as un grand frère ou tu as un frère, tu as une sœur. C'est limite, soit c'est ton pote, ou en fait, tu saisis pas la notion de qu'est-ce que c'est être un grand frère, ou qu'est-ce que c'est être une grande sœur. À travers ma sœur, moi, j'ai un petit frère. Quand mon petit frère, parfois, il me regarde et me dit, mais pourquoi tu fais tout ça pour moi? Je dis, il y a quelqu'un qui l'a fait avant, tu vois, pour moi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je saisis ce que c'est d'être vraiment un grand frère, sans rentrer vraiment dans ton intimité ou essayer de te déranger parce que tu es une personne à part entière. Mais je sais que dans ta vie, je peux avoir un impact. Aujourd'hui, moi, j'essaie de te guider, en fait. C'est-à-dire que si ça, je sens que c'est pas bon, mec, attention, voilà. Et si je peux me permettre aussi de rebondir sur ce qu'il vient de dire, moi, par exemple, j'ai pas de petit frère. Et je ressens le besoin de transmettre, en fait. J'en ai besoin. C'est plus fort que moi. Des fois, je suis arrivé dans des confrontations avec moi-même où je me dis, mais pourquoi tu veux forcément véhiculer ce message, parler, essayer d'éduquer d'une manière ou d'une autre ou conseiller la jeunesse? Mais je sens que j'en ai besoin. Parce que moi, j'ai eu ce grand frère-là qui a fait ça pour moi. Donc derrière, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on participe justement à ce magnifique podcast, parce que quand vous parlez de la jeunesse, ça me touche automatiquement. C'est presque un réflexe. On en a besoin, on doit transmettre. Je pense que c'est le sens de la vie. C'est le futur. Je pense que c'est le sens de la vie. Et c'est carrément le futur. On voit notre futur en eux, en fait. Justement, puisqu'on parle des jeunes, et que le podcast est aussi là pour leur proposer des messages ou des conseils, quel message vous pourriez avoir pour un jeune qui cherche aussi Savoir. un mentor mentor. surtout? Ok. Parce que c'est pas forcément évident, on n'a pas tous des grands frères ou des grandes sœurs.
ou alors on n'a pas forcément un lien proche, ça peut arriver. Comment faire, selon vous, dans ce cas-là? Moi, si je peux me permettre, j'avais réfléchi aussi à cette question. J'avais réfléchi à cette question et j'ai dit si on me demande un conseil, parce que normalement, il n'y en a pas qu'un. C'est plusieurs paramètres en fait qui rentrent en compte pour t'aider à naviguer en fait dans cette vie-là. Mais un conseil, quand je vois les générations qui arrivent, je leur dirais prenez le temps de vivre ce que vous faites. En fait, je me suis rendu compte que plus les années elles avancent, plus on a des arrivées technologiques. Comme on l'a dit aujourd'hui, la manière dont nous on avait l'habitude de se réunir, c'est pas la manière dont aujourd'hui eux se réunissent. Eux ont l'impression de se voir parce qu'ils sont eus à travers un écran. Donc en fait, dans leur processus, on n'a plus besoin d'aller jusqu'au bout puisque en fait on l'a déjà fait à travers l'écran. Donc ça annule certaines choses. Nous, on n'avait pas ça. Ce qui fait que sans cet outil-là, on était obligé de venir se voir pour se parler. Et avec le nombre d'informations qu'ils ont à la seconde, aujourd'hui, c'est même plus, on parle même plus de minutes, c'est à la seconde. Et il y en a de plus en plus, et il y en aura de plus en plus. On leur donne l'impression presque qu'ils ont vécu alors qu'ils n'ont rien vécu. Prenez le temps. Tout le monde ne va pas devenir athlète de haut niveau du jour au lendemain. Tout le monde ne va pas devenir riche du jour au lendemain. Tout le monde ne va pas devenir beau du jour au lendemain. Tout le monde ne va pas devenir intelligent du jour. Prenez le temps de vivre chaque chose. Vous avez le temps. C'est le processus le plus important. Ce n'est pas la finalité. Parce qu'après la finalité, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Donc prenez le temps du processus. Et c'est pas évident en même temps, puisque tout Non, à l'heure c'est on parlait du fait d'être dehors. Dehors, les jeunes ils voient beaucoup de réussite ou beaucoup d'images qui semblent être de la réussite. Comment, quand t'es jeune, prendre du recul? Justement, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Il y a un dicton qui dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Moi, le seul conseil que je pourrais donner, enfin le seul, pas le seul, mais pour moi, le conseil qui est primordial, c'est une chose toute simple, c'est la communication. Là, justement, tu es en train de parler de, aujourd'hui, on va regarder TikTok, ah mais lui, on dirait, c'est un influenceur, il fait de l'argent, il fait ci, il fait ça. Quand tu apprends à communiquer, tu vas comprendre qu'il y a des mécanismes. C'est-à-dire que, moi, j'ai eu des exemples, ah mais, je vois, belle voiture, tu as l'impression qu'il travaille, etc., etc., mais tu vois pas la cheminement. Tu te dis pas peut-être qu'à l'âge que toi tu avais, il n'était pas à ce niveau-là. Quand tu commences à communiquer, tu vas comprendre. Chaque chose en son temps. Tout le monde n'a pas la même trajectoire. Il y en a qui, tu peux avoir ton événement à 20 ans, tu peux l'avoir à 30, à 40 ans. Et surtout, vous êtes super bien placé pour le savoir parce que vous êtes parents. Quand ton enfant il communique avec toi, je pense que dès là où tu comprends que la communication c'est important, tu vas pouvoir avancer sereinement. Donc c'est vraiment le conseil que moi j'aurais. Mais encore une fois, petit à petit, donc en faisant la liaison avec la banlieue, vous avez, on pense très bien fait le lien avec le fait d'être dehors. Dehors, du coup, pratiquer du sport, rencontrer du monde. Comment vous avez trouvé votre identité à travers le sport? Et d'ailleurs, quel sport? Pour ma part, comme pas mal d'enfants d'origine congolaise, j'ai commencé le sport par le judo. Donc le judo, c'est... ouais, mais... en fait, c'est un sport qui m'a été imposé. Non, mais oui, mais parce que t'as beaucoup de papas qui font du judo-karaté. C'est vrai, ça? Je suis sérieux, mais je le disais, enfin, on en parlait juste avant, toujours hors caméra, c'est dommage. On en parlait avec notre alternant, Djibril, qui nous dit, enfin, ouais, mon père est ceinture noire de karaté. Je dis, oh, mais comme tous les pères noirs. Ma mère, on est arrivé, elle a dit, il va aller faire du judo. C'est fou. Oui, mais c'est fou. Mais je vais pas faire du judo, moi, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et en fait, dans les rues, moi, je joue au foot, moi, en fait, dans les rues. Et c'était le sport qui m'animait, vraiment. Et jusqu'à, bon, à force de dire à maman, ah non, moi, je vais vraiment faire du foot. C'est comme ça que je suis rentré dans... Mais par exemple, si je n'étais pas dehors, en train de jouer au foot avec les copains, je suis pas sûr. Mais comme elle a vu vraiment tous les jours dehors, bon. Voilà, il est vraiment en train de faire ceci et tout. Donc c'est comme ça que je suis rentré. Voilà, c'était vraiment ma passion. En fait, ça a commencé comme une passion. Moi, voilà. Et après, je suis rentré au club de l'US Créteil. Et j'ai senti, en fait, si vous voulez, une petite transition dans le sens où, en fait, le foot, ça peut peut-être m'amener à quelque chose. Et ça, je l'ai compris à partir de 13-14 ans. Parce que tu commences à faire les sélections. Tu fais sélection départementale. Tu fais sélection Val-de-Marne. Donc, tu as l'entourage. Tu sens les gens qui commencent à venir te voir, qui sont un peu sympas. Ouais, il est plutôt bon. Donc, ouais, mais tout ça, bon, avec du recul, je comprends. Et quand ça s'arrête,
téléphone ne sonne plus, les gars. Ouais, Ouais. ça, on va y venir. Ouais, ça, on... Ça, on va y venir. Il y a plein d'étapes déjà. Ouais, il y a plein d'étapes. Ouais, je suis allé trop vite, les gars. On va embarquer évidemment Asdine aussi dans le rapport au sport. Asdine, toi, est-ce que tu peux nous dire effectivement quel sport tu as pratiqué au départ et comment le sport t'a aidé peut-être à développer des relations amicales dehors, encore une fois, pour garder ce thème. Moi, je vous le disais un peu en off, le sport, j'ai un rapport avec le sport qui a commencé très jeune. J'ai commencé par un art martial qui s'appelle le Kwan Kido. Euh, Gros big up à Ahmed. Et on a commencé par le Kwan Kido, donc qui est un art martial. Dans le Kwan Kido, ce dont je me rappelle, c'est le respect. Beaucoup de respect. Tout ce qui est art martial, de toute façon, en général, il y a beaucoup de respect à l'intérieur. C'est des valeurs véhiculées. Et en fait, c'est là où, je ne sais pas si j'ai percuté aussi jeune, parce que j'étais vraiment petit, je pense que j'avais 13 ans quand j'ai commencé le Kwan Kido, ou 14 ans. Mais comme tu le vis de cette manière-là, tu sais que serrer la main à son adversaire, le saluer, vous voyez, tous ces petits paramètres-là, ces aspects-là, qui font du Kwan Kido, qui font d'un art martial ce qu'il est, ça, je pense que je l'avais capté. Et coupler ça avec l'éducation qu'on a reçue à la maison, il y avait toujours cette notion de respect qui revenait. Pardon, t'en avais besoin? Est-ce que tu avais besoin d'avoir un sport qui te cadre sur la valeur respect ou tu étais déjà sensible au respect en tant que tel? J'étais déjà sensible par rapport à l'éducation qu'on a reçue à domicile. Comme je vous ai dit, à domicile, nos parents sont venus avec des règles très précises. Moi, je suis béninois. Mes parents sont venus avec toutes ces règles-là en France. Donc, le respect, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui a toujours, j'ai envie de dire, qui a primé en fait chez nous. Ouais, le respect, c'est une notion très, 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 très importante. Et j'essaye justement de la véhiculer jusqu'à aujourd'hui et de ne jamais la lâcher en fait. C'est des choses qu'on doit continuer à faire perdurer. Donc la discipline était quelque chose de naturel. Discipline, exactement. C'est le deuxième aspect que j'allais aborder, la notion de discipline. Il faut arriver à l'heure. La ponctualité. Mais la ponctualité, tu ne vas pas l'utiliser que dans le sport. Tu dois arriver à l'heure au boulot. Quand ton papa, il te met, à son âme, mais il te met une heure à laquelle tu dois rentrer à l'heure. En fait, la notion de temporalité, timing, assiduité, il faut être assidu au sport. Et toutes ces notions-là, même si on ne les évoque pas, tu les vis en fait dans ta chair. Donc avec le temps, quand tu vas réussir à décrypter un peu l'algorithme, tu vas comprendre que oui, depuis petit, en fait, on vit avec ça. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, après le Kwan Kido, c'était le football, donc, qui est le sport, je pense, le plus populaire, qui réunit beaucoup de gens divers et variés. Moi, je me souviens, avec le foot, le rapport qu'on avait, c'est que je n'aimais pas tant que ça le football. J'ai pas souvenir d'avoir aimé le football à cette hauteur-là, mais en fait, c'était l'aspect social que j'adorais. C'était qu'à travers le sport, à travers le foot, on était ensemble. Et après, il y avait tout ce qui en découlait, les fous rires, le fait de charrier, etc., etc. Et en fait, moi, je me souviens vraiment de ça. Et après, en grandissant, si je peux terminer sur ça, c'est à travers Jackie que j'ai encore apprécié le foot d'une différente manière. Donc vraiment là, avec cette lucidité, le fait de pouvoir décrypter vraiment certaines choses et être spectateur de la chose. Voir Jackie jouer au foot et voir son rapport avec tout ce qui fait le corporate du foot, quoi. Les entraîneurs, les coachs. Parce qu'au bout d'un moment, il faut comprendre que le foot aussi est un business. Vous voyez ce que je veux dire? Plus tu grandis, plus le foot peut éventuellement devenir un business. J'ai une question pour vous deux. Ouais. Excuse-moi. Non, bien J'ai sûr. une question pour vous deux. Est-ce que le sport vous a, enfin, en tout cas le football, dans votre cas de figure, ça vous a permis de vous construire? Comme je vous ai dit, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le football, c'est que le football, en fait, c'est un collectif. Donc déjà, c'est-à-dire que tu dois apprendre à t'intégrer dans un collectif. C'est comme apprendre à vivre en société. Mais malgré ça, tu restes une individualité. Donc maintenant, comment en tant qu'individu et individualité, je m'intègre au collectif, dans ce groupe? Ça veut dire que moi, le football, ça m'a appris un petit peu tout ça. C'est pour ça que je parle du football, parce que c'est le sport que j'ai pratiqué. Mais moi, j'aime bien dire que le sport, c'est l'école de la vie. Parce que par exemple, quand on parle des notions du yin, du yang, c'est-à-dire que le bon et le mauvais, tout ça, tu l'as dans le sport. Voilà. Aujourd'hui, le sport, c'est une remise en question perpétuelle. C'est-à-dire que le match d'après, c'est toujours le plus difficile. Aujourd'hui, je suis bon, je suis le plus beau de la Terre. Demain, je suis pas bon, tout le monde me tombe dessus. Mais la réalité, elle est vraiment là et les gens, ils se rendent pas forcément compte de ça, de psychologiquement. Moi, rien que le fait est de jouer dans mon quartier, d'habiter à Créteil, au Coteau du Sud,
que le stade soit dans mon quartier, quand je joue, il y a tout le quartier. Mmh. Ouais, on se rend pas compte de cette... Je représente, vraiment, c'est quand je joue, moi, je me loupe, j'ai l'impression, je suis plus déçu d'avoir déçu les autres, ceux qui sont venus me voir, que de ma performance à moi-même. On comprend les sportifs professionnels quand ils disent les critiques, ça m'atteint pas, mais par contre, ça m'atteint parce que ça touche ma famille, c'est ça? Exactement. Moi, j'étais vraiment, quand je sortais du stade, j'étais déçu parce que je regardais les autres, waouh! Alors que moi, la première personne qui joue, c'est moi. Donc le premier à être déçu, c'est moi, les gars. Mais, ouais, c'est vrai que le sport, waouh. Ouais, Azine, j'aimerais juste revenir sur un propos que tu as dit sur la discipline et la rigueur à propos des arts martiaux. Est-ce que tu penses que les jeunes s'intéressent à ces aspects de rigueur et de discipline dans le MMA ou bien ils s'intéressent plutôt à l'aspect violent de ce sport? Je pense qu'ils n'ont pas le choix quand ils le pratiquent. Quand tu pratiques ce genre de discipline, le MMA, ça reste une discipline comme le Kwan Kido. Si tu n'es pas discipliné dans le MMA, tu vas le sentir. Le moment où tu vas lâcher ta corde, là, au moment où tu vas commencer à vaciller, tu vas le sentir. Donc, en fait, malgré toi, tu vas en subir les conséquences. Maintenant, d'un aspect extérieur, c'est vrai qu'il y a plus de show dans le MMA. Tu sens, c'est assez violent à regarder. Et tout à l'heure, on a parlé aussi de la temporalité. Il faut savoir qu'on est dans une époque où peut-être on est même encore plus prêt à accepter ce qu'on voit dans une cage. En fait, rien que la mise en scène, elle est violente. La cage, tu rentres dedans. Tout à l'heure, on parlait de la jungle. Tu rentres dans la cage. Qui va sortir? Et est-ce que les aspects de discipline et de rigueur, selon toi, sont suffisamment visibles à la lumière de ce que tu viens de dire? Le show, la cage, la violence. Non. Le parallèle que je peux faire, nous, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Le travail de l'ombre, ce n'est pas forcément le travail que tout le monde va voir. Quand ça va briller, quand aujourd'hui je vous ramène les beignets avec le packaging, vous ne savez pas tout ce que ça m'a pris comme travail pour faire du packaging. Juste à penser le packaging. Mais vous allez apprécier le beignet. Moi, c'est le cadeau que je peux vous donner. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que je n'ai pas dormi pendant une semaine pour faire un beau packaging. C'est la même chose pour le MMA. Les gens veulent voir du show. Quand ils payent, quand ils viennent, quand ils regardent, ils allument leur télé, ils veulent du show. Discipline, rigueur, ce n'est pas leur problème. Mais s'ils le pratiquent, ils seront obligés de se mettre à jour. Petite question aussi pour Vincent, surtout pour toi, Jackie. Je dois aussi rappeler que tu as été pro. Comme parcours. Il n'y a pas de petit parcours, surtout dans le monde professionnel au niveau du football. Exactement. Comme tu as dit, monter en haut, et aller après, potentiellement peut-être la chute, la remise dans le vrai monde. Mais avant, que tu nous expliques comment tu t'es senti à ton arrivée du coup à Guingamp, si on a bien fait nos recherches. Comment ça s'est passé au début, comment tu t'es senti sur cette expérience professionnelle? Avant de commencer, j'aimerais vous donner une petite anecdote pour vous conditionner comment ça s'est passé. Quand je suis à Créteil, donc je fais les sélections Val-de-Marne, je fais les sélections de France, j'avais Bordeaux qui était intéressé, il y avait Guingamp. Je m'en souviens d'une phrase qu'a dit le directeur technique qui s'appelait Sébastien Lamont. Il dit à ma mère, il n'est pas prêt. Il n'est peut-être pas prêt à quitter son lit. À ce moment-là, nous, on n'est pas forcément la vision, pas le recul. Ma mère, j'ai 14 ans. Ma mère a d'autres enfants en charge. Le club Guingamp font le forcing. Mon coach, il pense que c'est une bonne chose d'y aller. Moi aussi, j'ai envie d'y aller. Je vais à Guingamp. Quand j'arrive à Guingamp, première chose qui me choque, c'est la transition. Moi, j'étais un enfant du club à Créteil. J'étais habitué à avoir un management affectif. C'est les coachs qui sont derrière moi. Voilà, moi, je suis enfant du club. C'est-à-dire que moi, je suis habitué à tout ça. Je suis habitué. En plus, je vous dis, le stade, il est dans ma ville. Tout le monde me connaît. Je suis l'enfant du club, quoi. Il est dans mon quartier. Dans mon Il quartier. est dans mon quartier. Je suis capitaine. C'est franchement, en fait, on se rend pas compte de ces petits détails-là. Mais là, la violence, elle est que j'arrive en Bretagne. À Guingamp, dédicace à Sacha, tu vois. Donc... non, mais le choc, il est vraiment violent. C'est qu'à l'époque, moi, quand j'arrive, il y a tous les points de vue. Moi, quand j'arrive à Guingamp, à l'époque, le centre, il était à Pabu. Donc, il n'y avait pas encore le grand centre qu'ils ont fait à côté du Roux de Roux. Donc, nous, on arrive à Pabu. Le rapport même aux autres, il est différent. Je m'en souviens que quand je vais à la boulangerie, c'est un joueur de AG, on lui offre le pain. Oh. Moi, je suis de Créteil. Comment c'est le rapport on oublie, tu commences à toucher de l'argent quand même assez tôt. Le rapport aussi avec les filles.
il est différent. Est-ce qu'elle te parle parce qu'elle est intéressée par toi ou elle se dit, voilà, est-ce qu'il y a un intérêt derrière? Donc en fait, on commence aussi à devenir un petit peu paranoïaque. Il y a le téléphone qui sonne. Tes anciens coachs, tes collègues, ah, on veut une paire, on veut ci, on veut ça. Donc ça peut vite monter en fait à la tête. Et donc voilà, moi franchement, j'ai vécu ça vraiment comme un traumatisme. Je comprenais pas. J'ai pas réussi à m'intégrer, à me dire comment trouver justement moi en tant qu'individualité, comment je vais réussir à m'intégrer au groupe. Là, on commence à monter, donc il y a de plus en plus de fortes personnalités. Déjà dans le vestiaire, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Et il faut réussir en fait justement à s'imposer et à exister. Si tu n'es pas bien accompagné, tu vas avoir du mal. Moi, je sais qu'avec du recul, j'ai pas été suffisamment accompagné. Mais c'est pas des reproches. C'est dans le sens où, voilà, comme je vous ai dit, moi, je viens d'une famille un peu monoparentale. La maman, elle a d'autres enfants en charge. C'était tout nouveau pour nous. Donc, avec du recul, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon rôle à moi, c'est de transmettre. Jackie, sur quel point t'aurais voulu être accompagné à ton arrivée à Guingamp? Sur mon arrivée à Guingamp, par exemple, moi, j'ai eu des discussions avec ma sœur qui, au départ, elle s'en a un peu voulu. Je lui ai dit, t'étais trop jeune. Dans le sens, moi, par exemple, quand j'arrive à Guingamp, j'ai un conflit, par exemple, avec le coach. J'ai parlé de communication. Mais tout peut se régler avec la communication. Moi, je me renferme. Ah, le coach, il m'aime pas. Peut-être que le coach, il est dur avec toi parce qu'il te veut du bien. Mais moi, j'avais pas ce recul-là. Je savais pas que je pouvais prendre peut-être mon téléphone, parler avec quelqu'un. Ah, pourquoi le coach, il est comme ça? Quelqu'un qui va m'expliquer. Non, calme-toi. Peut-être que le fait est d'écouter, c'est la première source de progression. Le coach, il est dur avec toi. C'est parce qu'il veut que tu t'en sortes. Moi, je savais pas comment faire. Donc, je me suis renfermé, en fait, sur moi. Et c'est ce qui fait que j'ai pas vraiment réussi à m'adapter, à m'intégrer. T'aurais voulu avoir une oreille. J'aurais voulu voilà, avoir une oreille, quelqu'un qui me donne un petit peu des conseils. Et après, si on rentre dans l'aspect un peu technique, tu vas voir des agents, ce genre de choses. Dès lors où j'ai commencé à voir que même que tout ce que le coach, par exemple, il me disait, ça me touchait, moi, j'arrivais pas forcément à extérioriser, j'arrivais pas à m'adapter. Et moi, on jouait en Île-de-France, on avait d'autres collègues à moi. Je voyais que la famille, on vient les voir. Ils arrivaient à s'entendre avec les coachs, donc je les voyais en fait s'épanouir. Et moi, j'arrivais pas à ressentir la même chose. Donc, moi, c'était une violence en fait pour moi. Et je me disais, mais comment moi je peux essayer de leur exprimer ça? Eux, ils ont le même âge que moi. Eux, ils sont en train de vivre un truc, entre guillemets, une expérience positive. Et moi, c'est un petit peu tout l'inverse. Ensuite, il y a le retour à Créteil. Quand je rentre à Créteil, une fois de plus, je suis plus déçu par le regard que les gens vont avoir sur moi plutôt que moi-même. Du fait de ton retour à Du fait de mon retour à Créteil. Donc, quand je rentre au départ, je m'enferme. T'as pas envie de sortir, t'as honte, t'oses même pas forcément parler de tout ce qui t'est arrivé, comment t'as vécu les choses, parce que les gens, en fait, ils voient juste ah, il est parti en centre, il s'est fait dégager, il est revenu. T'étais l'espoir, t'es plus rien. Voilà, exactement. Donc, tu passes de la lumière à l'ombre. Et ça va très, 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 très vite. Ouais, ça va très, très vite. T'es resté combien de temps à Guingamp? Je suis resté 2 ans à Guingamp. Ensuite, je suis revenu. Et je reviens à Créteil. Donc, je reviens à Créteil. Par l'intermédiaire en plus de Sylvain, j'envoie un message au grand monsieur. Au lieu de rester à la maison, toi, ce que tu sais faire, c'est le foot. Donc, et la transition, moi, j'ai vu la transition de garçons qui sont sortis de centre. Tu repars pas forcément dans de bonnes choses. Donc, moi, je pense que mon cerveau, il avait besoin de trouver quelque chose. Et du coup, ça te parle, toi, de ce parcours-là, justement? Parce que toi, non, mais pourquoi tu rigoles? Non, mais c'est vrai, toi aussi, t'as fait centre. Moi, je pense fait centre, la difficulté, c'est pas ce que ça me parle, c'est comment je me limite en 1 heure avec vous quatre. Enfin, nous trois, avec vous trois, pardon. Mais Moi, tu sais que, sans te couper, excuse-moi, ma mère, souvent, elle dit, je remercierai toujours Guingamp, parce que pour moi, ils t'ont sauvé la vie. Parce qu'à 14 ans, je m'étais fait virer de mon collège, j'étais à Simone de Beauvoir à Créteil. Je suis passé au collège Pasteur. Et pareil, ils sont en phase de me virer. Voilà, moi, je commence à connaître. T'étais sur une petite pente. J'étais sur une pente où, voilà. Glissante un peu, mais vu que ça t'a rapporté un cadre. Exactement, parce que nous, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Que nous, quand on grandit, 14 ans, tu commences à découvrir, voilà. C'est le quartier, entre guillemets. Tu traînes dehors. Donc voilà, tu réfléchis pas forcément, tu suis le groupe. Et le fait est de partir. Ça te déconnecte. Et quand je suis revenu, même j'ai vu la différence. Les gens quand même parlaient, il a changé. T'as grandi, on sent que même mentalement, moralement, c'est pas pareil. Et ce qui me sauve une deuxième fois, c'est que je fais 1 an à Créteil. Et ensuite, j'ai un ancien coach à moi qui me dit, toi, c'est pas ici, toi. Toi, faut partir. Donc il m'envoie, c'est mon ancien entraîneur, Laurent Piombo, qui était en sélection Val-de-Marne.
qui appelle un ami à lui, et je finis à Montluçon en Auvergne. Ouais. Et la transition, tout de suite. Et c'est là où je commence à jouer en CFA2, et puis je fais mon petit parcours. Ouais. Et petite pause, parce qu'il y a un point qui est vachement important aussi à la lumière de ce que disait Asdine tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, dans les parcours, quand on a évoqué la banlieue, on a parlé du fait qu'être dehors, ça apportait. L'évolution montre que être trop dehors, ça peut aussi être un inconvénient, desservir. Ouais, totalement. Et pour faire le lien, et c'est aussi un aspect que parfois le grand public oublie, c'est vrai qu'il y a des parents qui acceptent que leurs enfants partent en centre de formation, non pas parce qu'ils sont doués au foot, ils le sont, mais aussi parce que ça va leur offrir un cadre qui les isole d'un environnement hostile. Et là, c'est un peu ce que tu dis. Moi, c'est ce que je dis, c'est que ma mère, au final, même quand ils me virent, même je pense que sa réaction est même étonnante, c'est qu'elle leur dit, mais quand même, merci. Parce que, entre guillemets, pour elle, son fils, vous l'avez remis dans le. Ouais, ils ont remis un cadre, ils l'ont remis dans le droit chemin. Limite, t'as l'impression que ça lui a donné un but. En fait, le fait est d'avoir une passion. Moi, je trouve que vivre sa vie sans être passionné par quelque chose, c'est rater quand même quelque chose. Donc, voilà, aujourd'hui, nous, ce qu'on aime, c'est transmettre parce qu'on a vécu. Et moi, le fait est justement d'être passionné par le foot. Aujourd'hui, ça m'ouvre énormément de portes. Aujourd'hui, si je suis en train de discuter avec vous, c'est aussi parce que j'ai eu un parcours dans le sport, grâce au foot, tout simplement. Tout ce que je fais dans ma vie, ça a été lié à ce que j'ai fait dans le sport et dans le foot. La conciergerie, c'est venu aussi de là, tout vient de là. Ouais, l'entrepreneuriat. On va parler d'entrepreneuriat. C'est bien parce que tu fais un bon parallèle et un bon parallèle avec Jackie. Asdine, excuse-moi. Justement, toi aussi, comment tu t'as, parce que du coup, toi, t'es à Créteil, originaire de Créteil, ville d'amour. Comment t'as fait aussi pour justement pour pas glisser comme Jackie a pu avoir à un moment de sa jeunesse et à la différence où toi tu t'es lancé très vite dans l'entrepreneuriat, c'est quoi qui t'a permis de te dire bon non faut pas que je prenne le mauvais chemin, j'ai eu des exemples, ok ils m'ont accompagné mais comment je fais justement pour passer cette étape-là, pardon. Je vais revenir sur un personnage parce que pour moi, c'est presque l'un des personnages clés de mon histoire, c'est mon grand frère. Mon grand frère, il a pris sa machette, il est parti dans la forêt et il a commencé à couper. Donc c'est lui en fait qui a ouvert la voie pour que nous derrière on puisse voir qu'il y avait il y a cette voie-là qui s'est ouverte à nous. À partir de là, tu fais tes choix. Parce que plus tu prends de l'âge, plus tu deviens... En fait, on va te laisser ton autonomie, on va te laisser ton libre arbitre. Tu vas choisir. Tu vas devoir faire des choix. Ce que j'aime bien dire, moi, c'est que chaque action a une conséquence. C'est ce que je me répète pratiquement tout le temps. Chaque décision qu'on va prendre a une conséquence. Donc, tout à l'heure, tu parlais par exemple de discipline, rigueur. Si tu loupes ce coche-là, il va avoir des conséquences et tu vas le sentir. C'est comme ça que tu vas le vivre. Donc, moi, c'est mon grand frère. Mon grand frère, quand on était un peu plus jeune, lui aussi, du coup, le fait que ce soit l'aîné, il s'est cherché. Donc, il est passé aussi par des chemins, on va dire, un peu turbulents. J'ai été turbulent aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était mon premier exemple. Quand j'avais plus la figure paternelle, mon grand frère, c'était la locomotive. On était les wagons. Et donc, du coup, ton frère, lui, a commencé dans l'entrepreneuriat. Mon grand frère, il a commencé l'entrepreneuriat, je pense qu'il avait 16 ans. Il a commencé comment? Il a commencé sur les marchés, mon grand frère. Il a commencé à aller faire de la vente sur les marchés. À 16 ans, il avait un ami, du coup, un ami Yanis, tunisien. Donc, eux, en fait, le commerce chez eux, c'est presque de la transmission. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mon frère, il était très ami avec cette personne. Il est toujours, c'est toujours d'actualité. Et il a commencé à le suivre sur les marchés. Donc, en fait, moi, je pouvais voir mon frère partir le matin. Je me réveille et on me dit, mon frère, Kamel, il est parti. Il revient le soir. Il me dit, Azine, aujourd'hui, on a fait 0 €. On était toute la journée sur le marché. C'est la réalité du terrain. Parce que nous, avant, on n'appelait pas ça l'entrepreneuriat. C'est maintenant qu'on a ce mot-là, on l'emploie. Mais nous, on n'appelait pas ça comme ça. Nous, c'était de la débrouille. Il faut aller gagner son argent. On est en banlieue. Tu dois aller gagner tes sous. Ah, il y a 2 issues, mon ami. Tu vas faire comme ceux qui sont dehors ou pas? Ou tu vas prendre une autre voie? On a choisi une autre voie. Mais c'est vrai que tu dis un vrai truc. On n'appelait pas ça l'entrepreneuriat. Mais c'était la même chose. On appelait ça la débrouille, tout ce que tu veux, mais on mettait pas ce beau mot marketing, entrepreneuriat. Jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à l'employer, moi. C'est pas un mot qui me, j'ai pas l'impression que ce soit un mot qui me correspond. C'est pas un mot qui correspond, qui parle effectivement, mais c'est ça de l'entrepreneuriat. Oui. T'investis ton temps, ton énergie, effectivement, à la fin, t'as 0 €. Mais le fruit que tu vas générer, ça va arriver bien plus tard. Parce que par exemple, ton frère, il a galéré, il sait ce qu'il faut pas reproduire, il sait comment vendre.
et derrière, il te l'a diffusé à toi, et toi, ça t'a permis justement à te faire ton business et à te commencer, du coup, à faire ta marque, Sugar Island. Je suis complètement d'accord. Moi, ce qui est important, c'est que je donne très souvent deux avis. Un avis objectif, un avis subjectif. Objectivement, l'entrepreneuriat, il faut utiliser ce mot. Ouais. Parce qu'en fait, les générations à venir, elles sont familières en fait avec ce mot-là. Elles vont le comprendre. Quand on va dire tu entreprends, ils vont comprendre ce que ça veut dire. Tu vas leur dire aujourd'hui, débrouille-toi. C'est peut-être même perçu de manière péjorative. Totalement. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'elles vont comprendre au sens tu vas faire de l'argent ou tu vas devoir travailler? Ça, je pense que ça, c'est le gros titre, l'entrepreneuriat. Et ensuite, il y a des sous-titres. Et là, quand on rentre dans le cœur du sujet, on peut expliquer que, oui, dans l'entrepreneuriat, ça ne veut pas forcément dire qu'à la fin, il y a un gain. Totalement. En tout cas, financier. Parce que quand on dit des systèmes D, quand on disait par exemple système D ou débrouille, Ouais, bon, on parlait pas de tu vas faire de l'argent. Nous, on parlait comme ça. C'était vraiment pas lié à l'argent, ce qu'on faisait. Quand il allait sur un marché, il ne savait pas s'il allait gagner de l'argent. Parce que vendre ne veut pas dire gagner de l'argent. Aujourd'hui, on n'est plus assis et conscient pour pouvoir le transmettre. Mais avant, quand tu dis que tu vas faire de la vente, ça ne veut pas dire que tu vas gagner de l'argent. Aujourd'hui, quand on dit tu vas être entrepreneur, on dit tu vas faire de l'argent. On dit pas tu vas faire de la débrouille. Automatiquement, oui. Alors qu'en fait, tu commences par faire de la débrouille. C'est vrai. Je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure, parce que en fait, nous, on est arrivé à un stade de nos vies où les mots ont une consonance. On sait de quoi on parle. C'est plus facile pour nous de mettre une définition sur un mot. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on était un peu plus jeune, on parlait plus de la définition, mais on ne comprenait pas le mot qu'il y avait derrière. Donc, quand par exemple tu parlais tout à l'heure, encore une fois, je reviens parce que ton exemple il est bon, rigueur, discipline, quand tu vas le vivre, tu vas comprendre que tu vas être obligé. Tu ne peux pas en fait le dissocier de ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu vas rentrer dedans c'est presque une... tu vas comprendre que être entrepreneur, ça ne veut pas dire forcément gagner de l'argent. Tu vas comprendre, mon ami. Dur, ouais. Quand tu vas mettre les mains dans le cambouis, tu vas commencer à faire face à la réalité. Tu vas comprendre que être entrepreneur, ça ne veut pas forcément dire gagner de l'argent. Par contre, là où je veux en venir, aujourd'hui, quand j'entends le mot entrepreneuriat dans le discours, en tout cas de la jeunesse, ils en parlent comme une alternative au format qui leur a été imposé, qui est le format du salariat. C'est pour ça qu'en fait, moi, je comprends pourquoi il faut l'utiliser ce mot, parce qu'en fait, ils le comprennent du sens à « Non, il n'y a pas que le salariat dans la vie, tu peux entreprendre. C'est une autre voie. » Maintenant, ce que ça incombe, c'est comme dans le salariat, il y a des paramètres. Oui, il y a des paramètres. Quand tu vas rentrer dedans, tu vas t'y confronter. Comme on dit, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure, mon ami. Totalement. Tu vas lire l'heure. Parce que quand tu vas apprendre dans une... ça, c'est un peu des moyennes, mais on va te dire que quand tu vas entreprendre, tu vas peut-être commencer à gagner ton premier salaire au bout de 3 ans, et ton salaire, c'est même pas un salaire que tu vas aller... c'est peut-être moins que le SMIC. Hein. C'est peut-être la moitié. C'est peut-être juste ce dont tu as besoin pour couvrir les frais du quotidien. Après, bénéfice, c'est encore autre chose. Oui, c'est ça. On va pas rentrer dans cette... Tu comprends, non? C'est exactement ça. Mais en fait, moi, c'est ça qu'on essaye de faire. Même quand on parle de entre guillemets, prévention, on prévient avant de guérir. Parce que mon ami, là où tu vas mettre les pieds, ça a l'air beau de l'extérieur. À l'intérieur, c'est comme dans tout. Il y a du beau, il y a du mauvais. Ouais, j'ai deux questions, une pour Wendy, Ouais, dis-moi. une pour Jackie. Wendy, toi, l'entrepreneuriat, et le système D, pour lier les deux, tu connais bien. Ouais. Par quelle étape tu as dû passer pour te considérer entrepreneur aujourd'hui? Je me considère pas entrepreneur. Toujours pas. Non, toujours pas. Parce que t'es un menteur, mais... Non, potentiellement, peut-être, effectivement. Tu vois, peut-être que c'est une casquette et un rôle que j'assume pas. Il y a ce phénomène-là qui est en train je pense, prendre de plus en plus d'ampleur, et c'est en parallèle avec les réseaux sociaux, où en fait, dès qu'on a imaginé qui on voulait être, c'est comme si on était déjà cette personne-là. Alors qu'on n'a même pas encore fait les étapes pour y arriver. C'est pour ça que nous, on a appris à faire d'abord, embrasser toutes les étapes, et quand on va arriver, oui, tu pourras dire que tu es président ou CEO, c'est pas... Alors, ouais, moi personnellement, je trouve qu'on n'est pas construit pareil. Tout le monde n'est pas construit pareil, donc ça me dérange pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens, comme il dit, ils se disent, bon, moi j'ai besoin d'abord de montrer que je suis cette personne et je vais le devenir. Moi, ça me dérange pas du tout, il n'y a pas de problème. Par contre, le point sur lequel j'aimerais revenir, et je ne sais pas si on l'a évoqué, c'est que pour moi, il faut d'abord faire une introspection sur nous-mêmes. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Totalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Est-ce que moi, parce que je sais qu'il y a des gens, ils vont préférer, entre guillemets, le type de salariat. On va me donner des ordres, on va me faire ci, on va faire ça. Parce qu'une fois que je suis libre, je ne sais pas m'organiser. Et ça, en fait, il faut le reconnaître. Donc déjà, apprends à te connaître, sais comment toi tu es, ensuite tu vas savoir ce qui est fait pour toi. Totalement.
Deuxième point que je voulais évoquer aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ça fait partie du Ça fait partie du processus. C'est même nécessaire. C'est même nécessaire. Il faut que tu te trompes, il faut que tu te loupes. Moi, dans ma vie, le rapport à l'échec, il est très lucide et c'est quelque chose que j'aime bien. Hmm. J'ai pas peur de l'échec, j'ai pas peur Ça d'échouer. permet d'apprendre. Ça me permet d'apprendre. Parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai échoué, j'ai appris. Comme j'aime bien le dire, c'est que dans la victoire, on n'apprend pas beaucoup dans la joie. C'est dans l'erreur qu'on apprend. L'expérience, souvent, c'est un mot qu'on associe à quelque chose de positif. Pour moi, c'est positif, mais ça a aussi une tendance dans le sens où quand tu as de l'expérience, c'est que tu as appris, c'est que tu as fait des erreurs. Donc avoir de l'expérience, c'est savoir. Donc ouais, c'est ça que je voulais revenir aussi. Les profils avec qui tu travailles aujourd'hui, c'est des profils qui ont, comment dire, leur renommée. Comment tu arrives à garder la confidentialité justement de leur activité J'ai pas besoin de mettre en avant, entre guillemets, tout ce que je fais, justement, parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de garder leur confidentialité, etc. Et moi, ça fonctionne beaucoup avec le bouche-oreille. C'est-à-dire que si je travaille bien, tu vas forcément me recommander un partenaire à toi. Après, la clientèle que j'ai, bah forcément, elle a commencé par être sportive, parce que j'ai évolué dans le milieu du sport. Et après, aujourd'hui, ça peut varier avec des hommes d'affaires, des hommes politiques, des personnes, entre guillemets, des entrepreneurs. Parce que je travaille aussi beaucoup avec des entrepreneurs, finalement. Et je me considère même pas comme eux, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est fou. Donc voilà comment se construit un peu ma clientèle. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est deux stratégies de marque clairement différentes. Une où il y a une exposition, Ouais. une autre où il n'y en a pas du tout. T'es plus dans l'ombre. Mais avec toujours la même finalité que, je suis désolé, mais quand on voit ce beau packaging, on va quand même le montrer quand même. Hein, hop, je mets à la place de ma tête, c'est plus joli. Ben, ça fonctionne. Ouais. C'est réussi quand même. Bravo quand même les gars. Merci. On approche effectivement tout doucement de la fin. Ouais, j'aurais Juste- Vas-y, je t'en prie. Ouais, juste un petit mot sur Together quand même. J'aurais pas à la lumière de ce qu'a dit Jackie tout à l'heure, ça m'a fait tilt. Et en fait, ça recoupe tout ce qu'on se dit là depuis l'heure qu'on passe. Quand t'as dit, il faut savoir se connaître avant de vouloir faire quelque chose, Faire une introspective. de faire une introspection. C'est clairement le message qu'on a, Wendy, avec Together. Totalement. Est-ce que tu peux en dire un mot? Comment on accompagne aussi les jeunes à mieux savoir qui ils sont pour mieux les accompagner? Dans ta question, tu le dis, c'est qu'on leur apprend à mieux se connaître soi-même, à s'écouter. C'est le mot qu'on qu'on martèle matin, midi et soir avec eux, qui apprennent à s'écouter eux-mêmes, à écouter les autres, pour tout simplement level up, continuer à progresser, avancer et se créer du réseau. Parce qu'aujourd'hui, c'est, à notre époque, dans le milieu du sport, dans lequel ils veulent grandir et ils veulent prochainement travailler, c'est ce qui est primordial. Écoute et réseautage, savoir être en capacité de parler avec tout le monde, de faire le lien justement avec X ou Y personnes pour potentiellement, pourquoi pas, se créer une opportunité ou saisir une opportunité. Messieurs les entrepreneurs, puisque vous avez du mal à le dire, mais je vais le dire pour vous. Tu es toi aussi un entrepreneur, hein. Non, oui, mais en l'occurrence, je parle à nos invités. Effectivement, c'est vrai. Si vous aviez un conseil pour un jeune qui souhaite être entrepreneur, ce serait lequel? Exécuter. Ok. Exécuter. Les jeunes, on leur dit beaucoup, Faites. let's do it, mais Ouais. comment? Parfois, ils savent pas comment. En fait, le problème, c'est que là, si tu ne prends pas un cas, précis, Un jeune qui veut ouvrir son business, par exemple, son salon de coiffure. ok, Nous, on va lui dire, comme toi, mon gars, tu veux le faire? Fais-le. c'est pas ça. Comment? Il faudrait peut-être, en fait, je pense, tourner. C'est-à-dire que, parce que les mots ont un sens. Mm. Au lieu de lui dire faire, dis-lui essaye. C'est peut-être psychologiquement déjà, c'est pas pareil. Essaye. Maintenant, une fois que tu essayes, normalement, tu dois y arriver. Après, si tu n'y arrives pas, c'est pas une finalité. L'échec, ça fait partie du processus. Mais je pense que juste le fait est de lui dire essaye, psychologiquement, c'est comme moi, je suis en train de jouer au foot. Le coach, il me dit, par exemple, mets le coup franc. Ouais. Ah non, comment un coach me dit mets le coup franc? Essaye. Ouais, ok. Tu vois? Donc j'essaye. Ah là, ça n'a pas fonctionné. Ok. Rectifie. Rectifie, Essaye, Ah, réessaye, entraîne-toi. apprends. Psychologiquement, tu le perçois pas pareil. Juste, Asdine, toi, en un mot, t'as commencé par quoi? T'as essayé pour être ce que t'es. Qu'est-ce que t'as fait au tout début? Pour prendre mon cas personnel, j'ai commencé avec de la vente de textile. Moi, j'ai commencé dans le textile.
Donc, à 16 ans, c'est peut-être le point, on va dire, je dirais que 16 ans, c'est vraiment mon point de départ. On était en 2009. Mon frère, il a arrêté justement son activité, lui, de textile. Et comme j'avais coutume de aller livrer pour lui, donc moi, je prenais les vêtements et j'allais les livrer justement au quartier. Quand lui, il a arrêté, il me fallait cette source, en fait, ça m'animait. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Donc, en fait, j'ai dit, je vais reprendre son activité. J'ai commencé avec mes 25 premiers jeans à 16 ans. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai acheté mes 25 premiers jeans et je suis parti commencer à dire dans la rue que je vendais des jeans. Donc ça s'appelle pas exécute, mais essaye. Et ben il a dit voilà, mais il a tout dit. Ok. Il a dit comment il a essayé et comment il a essayé. Ok. T'as 25 jeans que t'as vendus dans la rue. Et toi, du coup, Jacques? Jackie, t'as le mode d'emploi là. Comment c'est quoi ton conseil du coup? Comment je pourrais dire ça? Parfois, dans la vie, on voit une arrivée, on voit un but. Moi, je voulais faire de la conciergerie. Mais je savais pas forcément comment commencer. Comment je commence l'entrepreneuriat? Il y avait quelqu'un qui avait une boîte de transport. Donc, voilà, il avait entendu parler de moi. Et moi, je n'avais pas saisi qu'il fallait bien rentrer par une porte. Et ce qu'il m'avait dit, il faut rentrer par une porte. Et peut-être que cette porte-là va t'amener quelque part. Et le fait d'être rentré justement dans le transport, bah, c'est là où j'ai pu approcher par exemple les footballeurs, commencer par proposer justement ce service de chauffeur privé. Pour après, derrière, on a commencé à développer le personnel shopping, les hôtels, etc. Mais il me fallait en fait une première porte d'entrée. J'ai une petite citation, parce que vous avez vu, j'aime bien donner Ouais, j'aime bien donner des citations. Il y a une citation qui dit « Un voyage de milieu commence toujours par un premier pas ». Voilà, donc moi j'avais vu la finalité qui était la conciergerie, mais le premier pas, je ne le savais pas. Et le premier pas a été le transport. Voilà. Très rapidement, on revient sur l'exemple de quelqu'un qui voudrait ouvrir son barbeur, du coup. Rentre d'abord dans un salon de coiffure, travaille et vois comment ça se passe de l'intérieur. Si je devais donner un conseil à un petit jeune qui vient me dire « Asdine, j'ai envie d'ouvrir mon salon de coiffure », commence à aller rentrer dans un salon de coiffure, forme-toi là-bas, vois comment ça se passe à l'intérieur. Ensuite, tu sortiras, tu auras tous les outils pour... Forme-toi. Forme-toi. Et en plus, je sais qu'ici, vous faites de la formation, donc forme-toi. Un grand merci les gars. Franchement. À la prochaine. À la prochaine, yes.